Mais une fois de plus, je ne sais pas si c'est planifié. Il est allé accompagner des foules, mais il pouvait aller de manière un peu simple, aller présenter ses moyens de défense. Est-ce que c'était important qu'il soit accompagné des gens comme ça? Je suis journaliste, je sais fouiner. Ouais. Parce que vous avez cité l'UGF. Je peux avoir la photo de M. Gilles Alinguete, s'il vous plaît. Est-ce qu'on parle de lui? S'il vous plaît. Il ne faut pas nous sortir du sujet. Attendez. Ouais. Je l'ai appelé. Je l'ai dit à la télévision. J'ai appelé M. Jules. Il a pris le téléphone. On a parlé avec lui. Je lui ai posé la question. Vous êtes un vrai gendarme. Vous avez fait votre temps à l'UGF. Moutamba dit, il vous avait associé dans l'IGF pour que vous puissiez voir s'il n'y aura pas de fautes afin que la République ne perde pas. Monsieur Gilles Alinguete me dit ceci, je suis à la télévision. Moutamba ne m'a pas écrit, il m'a juste appelé au téléphone, que je puisse l'aider afin que ces marchés puissent respecter les normes. Tous savons que le président Kagame est en train de faire main basse sur nos richesses. Et il a trouvé quand même dans nos rangs certains compatriotes qui sont en train d'exécuter justement le plan du président Kagame, les plans de la balkanisation. Lorsque l'on parle de visée expansionniste, ça veut dire qu'il veut balkaniser notre pays. Et il y a certains compatriotes avec des étrangers qui se passent pour des Congolais, qui veulent naturellement mettre à exécution ces plans. Et parmi lesquels, en short-list, nous avons le président Kabila, parce que dans qui est dans ces schémas-là. Il a cité Kabila, il a cité Napa. Il est dans ces schémas, le président Kabila, parce que lorsque vous scrutez toutes ces sorties médiatiques, le président Kabila n'a exprimé aucune compassion vis-à-vis des Congolais qui ont été lâchement tués. Bon, moi j'ai suivi ses proches, il dit Kabila n'est pas président, il n'est pas officiel. Il est congolais. Il est congolais par-dessus tout. Considérons qu'il est congolais. Et le président Fayoulou, qui hier était avec le président Kabila, parce qu'ils avaient signé un communiqué conjoint, il s'est désolidarisé parce qu'il a compris. Lorsque le président Tshisekedi disait que le président Kabila est derrière l'AFC M23, d'aucuns ne croyaient à ce que le président Tshisekedi disait. Mais aujourd'hui, il est clair comme de l'eau de roche que c'était lui le boss, les mâles alpha de cette nébuleuse, c'est le président Kabila. Alors, honorable Francis Tibalabala. Voyez seulement la prestance, l'allure qu'il a. Vous ne pouvez quand même pas vous retrouver dans une partie qui est passée dans le juron ou dans l'escarcelle de l'ennemi. Vous comportez comme si c'est vous le patron, c'est vous le boss. Non. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Une autre RDC est possible. Nous voulons changer les Congo. Avec qui? Avec quelle classe politique? Est-ce la classe politique actuelle ou soit il faut faire recours à l'ancienne classe politique de 1960, 1980, la classe politique de 2000? Parce qu'aujourd'hui, nous avons une classe politique constituée de personnes appelées comme imposteurs, remplies d'antivaleurs, selon plusieurs sources de la magistrature. Vous avez des Moutamba, vous avez des gens, et une classe politique un peu qui fait la honte selon plusieurs sources. Mais sur ces plateaux,
je ressors pour vous la personne qui m'avait exigé d'inviter, je précise bien, ça fait presque 6 jours, m'avait exigé de l'inviter encore. Lui s'appelle Honorable Francis Chibalabala, il est député national, élu de la circonscription de Tchangou, il est élu sur la liste de l'UDPS, il est ici avec nous, il fit l'ancien vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'adjoint du professeur Godé Mpoy. Il est avec Godé Mpoy au Parlement, les deux sont députés nationaux. Alors, honorable Francis Chibalabala, soyez le bienvenu. Merci, monsieur le journaliste. Bonjour à nos téléspectateurs. Il y a des gens qui sont en train de nous suivre aux États-Unis. Maintenant, là, je pense on est vers 7 heures. Les autres sont en train de nous suivre, c'est la nuit, parce que l'émission est en direct aussi sur notre chaîne YouTube, au Centre TV et Delcast Télévision, Facebook au Centre. Vous pouvez également nous laisser vos messages en direct, car mon invité aujourd'hui, il va répondre à toutes les questions liées à l'actualité. Vous êtes sans ignorer que l'actualité reste dominée par le criminel Kabila qui est à Goma avec sa bande des criminels, des bandiers, des voyous, Nanga, Bissimwa et consorts. Ici à Kinshasa, l'actualité c'est aussi les procès Mutamba. Il y a eu l'autorisation d'instruction au Parlement. Il y a eu deuxième réquisitoire, à moins que je me trompe, toujours sur Mutamba. Il a offensé les institutions, il semble, la magistrature et aussi ses autorités. Toutes ces questions, l'honorable Francis Chibalabala, il va tenter de nous répondre. Aujourd'hui, Mutamba est allé répondre à l'invitation du PG pour donner ses moyens de défense, mais il est allé avec la foule. Est-ce du populisme ou l'homme est populaire? Alors, honorable Francis Chibalabala, une question d'entrée des jeux. J'aimerais savoir, êtes-vous fier d'appartenir à cette classe politique d'aujourd'hui? Selon plusieurs sources, une classe politique pourrie. Bon, je crois qu'il faut toujours démêler les vrais du faux. Il faut toujours mettre à l'écart ceux qui sortent du lot, ceux qui se distinguent de par l'éthique, de par les valeurs qu'ils incarnent. Vous comprenez, que ce soit la classe politique de 1960, que ce soit celle d'aujourd'hui, je pense que c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Mais parmi justement ces gens-là, cette classe politique ou ces classes politiques, il y a eu quelques individus qui étaient sortis du lot, qui s'étaient distingués par non seulement les valeurs qu'ils incarnaient, mais aussi l'amour qu'ils avaient pour le pays. Et je pense que moi, je fais partie de ceux-là. Cette dernière catégorie des personnes, non seulement ils sont viscéralement attachés à leur pays, non seulement ils agissent selon l'éthique, selon les valeurs qui sont le mien, je parle de moi, mais aussi et surtout, ils sont prêts à faire une rupture totalement avec tout ce qui est anti-valeur, tout ce qui est détournement, tout ce qui est corruption, etc. Parce que vous êtes sans ignorer que ces fléaux constituent réellement une gangrène qui est en train non seulement de décimer justement notre économie, de décimer notre pays, mais aussi d'empêcher à notre pays de décoller. Alors, honorable Francis Chibalabala, la question d'actualité, c'est aussi les discours de Fayulu. Nous allons en parler, vous l'avez débauché ou pas. Mais j'aimerais d'abord vérifier quelque chose, au besoin de la jeunesse qui est en train de nous suivre aujourd'hui. J'ai suivi honorable Mayo au Parlement qui dit aujourd'hui, vous avez une jeunesse pressée. Mais à l'époque, en 1960, Lumumba était aussi jeune. Parce qu'il faisait allusion à Mutamba. Lumumba était aussi jeune. Mais Mutamba, qui fut votre collègue député national avant qu'il soit au gouvernement, se réclame de la classe de Lumumba. Pensez-vous que les comportements de l'actuel ministre de Justice, Mutamba, sa manière d'agir, sa manière de faire, est en train de ternir son idole, entre parenthèses, Lumumba, qui semble être l'icône de l'Afrique et du monde?
Bon, je suggérerais que vous circonscriviez un peu, parce que quand vous dites comportement, il s'agit de la sphère privée ou de la sphère Non, publique. je parle de l'homme politique, parce que il se réclame d'être un Lumumbiste, parce qu'il a dit Lumumba est décédé à 36 ans, lui aussi, ainsi de suite. Mais je parle d'abord de l'homme en général. Quand vous regardez les types de Lumumba et Mutamba qui se réclament dans ces lignées-là, est-ce, pensez-vous, que c'est l'injure contre Lumumba? Non, il n'y a pas eu que Lumumba comme étant un modèle des acteurs politiques de la RDC. Ils sont comptés par milliers. Il y en a qui sont restés dans l'ombre, mais qui ont accompli des grandes réalisations tout en étant politiques. Et moi, j'aimerais ici pas faire un jugement des valeurs sur le ministre Mutamba, dans la mesure où, si vous circonscriviez un peu les champs d'application, donc par rapport à votre question, si vous faites allusion à sa sphère privée ou à la vie privée, personnellement, je ne les connais pas, donc je ne sais pas ce qu'il fait réellement. Et s'agissant de la vie publique, je pense que s'agissant de son action comme ministre, je pense qu'il a quand même fait bouger les lignes. Là, il faut le reconnaître. Il a quand même fait bouger les lignes, c'est vrai. C'est vrai que tout ce qu'il a fait n'est pas parfait, mais il a quand même une longueur d'avance par rapport à ses prédécesseurs, à bien des égards. Hein. S'agissant par exemple de la mobilisation de recettes, il faut le reconnaître, il a exigé que tout passe par la banque et ce sont des caisses de l'État qui ont été renflouées. S'agissant de réformes, etc., mais après il y a aussi des comportements qui n'ont pas plu à certains compatriotes, à certains responsables politiques. Et je pense que c'est dans l'ordre de choses. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous sur toute la ligne. S'il vous plaît. Mais quand vous dites, s'agissant de sa vie privée et la vie publique, les fonctions qu'il détient comme ministre de la République, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce un homme politique, un homme d'État peut avoir une vie privée? Cette vie privée ne peut pas nuire à sa vie non, je voudrais... Parce qu'en France, vous avez vu, un candidat a été disqualifié par rapport à sa vie privée. Je voulais tout simplement me situer pour essayer de mettre un point de vue par rapport à votre question. Non, je parle de lui. Mais par rapport à cette dernière question... Je suis les traces de Lumumba, je prends la personne de Lumumba, l'icône de Lumumba, et ce que Mutamba fait. Pensez-vous qu'il n'est pas en train de ternir l'image de notre héros, Lumumba? En quoi faisons? Je crois que c'est à vous de donner la réponse. Moi, je saurais faire le parallèle parce que je ne sais pas trop sa vie publique, sa vie politique. Je ne connais pas trop sa vie politique. Mais s'agissant de ses responsabilités comme ministre, je vous ai dit précédemment que je trouve qu'il a quand même bougé les lignes. Il faut reconnaître aussi. Il ne faut pas considérer que tout ce qui a été fait par lui n'a pas atteint les seuils de l'acceptable. Il y a des actes qui ont été posés par lui qui ont aidé la République à aller de l'avant. Je vous ai parlé par exemple de la mobilisation de recettes, je vous ai parlé de certaines réformes qu'il a amenées. Vous comprenez? Par exemple, les projets de loi sur les juridictions, le parquet financier par exemple, ça traînait déjà dans les tiroirs. Il semble qu'il a juste porté ses projets. Ça, c'est vous qui le dites, mais c'est lui qui est venu présenter. Il n'est pas le premier à initier. C'est lui qui est venu. C'est un porteur d'un projet. Non, mais écoutez, moi je ne dis pas que tout ce qu'il a fait est parfait. Je ne dis pas que tout ce qu'il a fait a atteint les seuils de l'acceptable. Mais les quelques réalisations ont quand même marqué les esprits. Vous comprenez? Il y a eu aussi des écarts de langage, des écarts de conduite, etc., que nous condamnons tous. Mais ne voyons toujours pas les côtés négatifs des choses. Il faut aussi applaudir lorsqu'il y a des réalisations qui sautent aux yeux. Je ne veux pas que vous puissiez être victime
du populisme de M. Moutamba, comme on les considère. Mais est-ce que le populisme est un péché? Laissez-moi terminer. Parce que j'entends les gens parler du populisme. Il ne c'est pas un péché. Laissez-moi terminer, parce qu'il n'est pas le premier à avoir initié la bancarisation au ministère de la Justice, ça a existé. Mais plutôt, il a amplifié des choses, mais il avait trouvé ça, pour votre information, allez vérifier. Mais, je veux vérifier quelque chose que je connais. J'allais aller vérifier, mais ça existait. Je n'ai pas dit le contraire. Tout ne se payait pas. Ici, je parle de la mobilisation de recettes. Dit la bancarisation existe. C'est comme la loi. C'est comme les lois. Les lois existent. Lorsqu'il y a un responsable politique qui vient faire en sorte que les lois soient respectées scrupuleusement, on doit mettre ça dans son crédit quand même. Alors, honorable Francis Chibalabala, j'aimerais que nous puissions être directs avec vous parce que vous dites que je puisse circonscrire les cadres pour parler un peu de M. le ministre Moutamba, qui a lésé certains jeunes qui pensaient que Moutamba était parmi des modèles, là, parce que en suivant les rapports de la commission, vous êtes député national, les jours en question vous étiez au Parlement, quelle est votre analyse d'abord de ces rapports de la commission? Pensez-vous que c'était un rapport objectif? Je n'ai pas fait partie de la commission. Mais vous étiez là. Malheureusement, j'ai suivi les conclusions justement du rapport de la commission et j'avais eu aussi la chance d'écouter le ministre par rapport aux accusations qui pèsent contre lui. Et moi, je me suis fait quand même une opinion par rapport, par rapport au dossier. Et si il m'est demandé, par exemple, de donner un point de vue par rapport à ce dossier, je suggérerais personnellement que je considère que par rapport aux actes posés par le ministre, il y a eu tout simplement un acte, une faute de gestion qu'on pouvait corriger administrativement. Il n'y avait pas l'intention de nuire? Non, vous savez, l'intention... Du détournement. Vous savez, l'intention, c'est parfois difficile. S'il vous plaît, quand la commission nous dit que le ministre a négocié le marché seul, vous voyez, en réalité, il fallait associer les ITPR. Et le ministre a négocié le marché qui était à 39 millions à 29 millions. De deux, le ministre a demandé qu'on paye au-delà de 30%. Donc, on a payé plus de 60%. Le ministre a donné la chance à une société qui n'a que 2 travailleurs. Est-ce que ne pensez-vous pas qu'en faisant tout ça, c'était déjà tout un chapelet de mauvaises actions? Au vu de la loi, au vu de la loi, on peut créer une société qui n'a que 2 personnes. Mais vous étiez au Parlement. C'est un rapport rapport fouiné de la commission. Je ne vais pas entrer dans ces considérations-là. Tout ce que moi j'ai relevé, justement, de grief contre le ministre, j'ai mis ça dans les crédits d'une expérience. J'ai mis ça dans les crédits d'une personne qui n'est pas dans les dénis de la loi, mais dans la méconnaissance de certaines subtilités de loi qui existent. C'est comme ça que je trouve qu'il s'agit d'une faute de gestion qu'on pouvait corriger. Mais c'est grave. S'agissant de l'intention. C'est très grave. S'il vous plaît. Continuez. C'est mon point de vue. Mais c'est grave. Grave par rapport à quoi? C'est très, très grave. Par rapport à Parce quoi? qu'au début du gouvernement, au début du mandat, il y a eu ce qu'on appelle séminaire des renforcements des capacités. Attendez, séminaire des renforcements des capacités. S'il vous plaît. Ce qui veut dire, on les a tous encadrés. On les a dit, voici la voie à suivre, s'il y a ça. Ça s'est fait Vous voulez me dire que Moutamba est moins intelligent, il n'avait pas capté ça? Ça s'est fait superficiellement. Un séminaire qui dure 72 heures, je pense qu'on n'aura pas vidé toute la matière. Comme je disais que ça pouvait être réglé administrativement, c'est-à-dire on pouvait demander à M. le ministre de recommencer la procédure, par exemple. Et lorsqu'il y a certains disent qui voulaient détourner de l'argent, etc., là où je trouve que ces accusations ne sont pas fondées, c'est lorsque on retrouve au dossier la lettre du ministre invitant l'IGF à veiller à ce que au décaissement de cet argent qui a été versé dans le compte nouvellement ouvert. Donc, vous voyez un peu, est-ce que quelqu'un qui veut voler va associer l'IGF, etc. C'est une question que je me pose. Hein, je risque de vous scandaliser. Qui reste sans réponse. Stoppez-vous là-bas. Ouais. Je risque de vous scandaliser. Ouais. Je suis journaliste,
Je sais fouiner. Ouais. Parce que vous avez cité l'UGF. Je peux avoir la photo de M. Gilles Alinguete, s'il vous plaît. Est-ce qu'on parle de lui? S'il vous plaît. Il ne faut pas nous Attendez, sortir du sujet. Attendez. Ouais. Je l'ai appelé. Je l'ai dit à la télévision. J'ai appelé M. Jules. Il a pris le téléphone. On a parlé avec lui. Je lui ai posé la question. Vous êtes un vrai gendarme. Vous avez fait votre temps à l'UGF. Moutamba dit, il vous avait associé dans l'IGF pour que vous puissiez voir s'il n'y aura pas de fautes afin que la République ne perde pas. Monsieur Gilles Alinguete me dit ceci, je suis à la télévision. Moutamba ne m'a pas écrit, il m'a juste appelé au téléphone, que je puisse l'aider afin que ce marché puisse respecter les normes. J'ai envoyé mes inspecteurs. Vous avez répondu? Attendez. Ouais. J'ai envoyé mes inspecteurs. Ils sont allés pour l'aider. Et j'ai posé la question à M. Jules. Je suis à la télé. Coupez ça, vous pouvez l'envoyer si j'ai mot. Je lui ai posé la question. Vous avez envoyé vos inspecteurs. Est-ce que vos inspecteurs, ils n'ont pas vu que la prison que Moutamba voulait construire n'était pas sur la liste et repris au Conseil des ministres? Est-ce que vos inspecteurs n'ont pas vu que l'argent qu'on a déposé dans les comptes de cette entreprise, cet argent a dépassé plus de 30%? Est-ce que vos inspecteurs n'ont pas vu sur la liste que l'entreprise avait... Quelle a été sa réponse? Parce qu'on n'avait que des travailleurs. Oui, quelle a été sa réponse? Monsieur Gilles Alinguete me dit, laissez la justice faire son travail. Voilà. Donc, il a dit qu'il avait été contacté au téléphone, par correspondance. C'est que nous retenons de votre intervention, il a été contacté. Mais non, la question que je me pose, à moins que l'IGF soit aussi dans de malversations, soit aussi... J'ai posé la question, il m'a donné les éléments de réponse. S'il vous plaît. Mais ces éléments de réponse indiscutables. À moins que l'IGF soit aussi complice, justement, de détournement, etc. Mais le fait, pour un ministre d'associer l'IGF, moi, personnellement, j'extrais, justement, de ces comportements une intention malveillante de détourner l'argent de l'État. En tout cas, c'est ma compréhension. Donc, bref, j'estime qu'on pouvait recommencer la procédure pour respecter les lois de la République. C'est mon point de vue. Au-delà de ça, vous savez, même lorsqu'on parle de détournement, etc., il faudrait aussi établir l'intention. L'intention, c'est ça l'élément moral, au fait. Pour établir l'intention, est-ce que voulait-il réellement détourner de l'argent? Je pense qu'au regard de certains éléments que nous avons par rapport au dossier, je pense que le parquet aura du mal à établir, à moins qu'il y ait justement d'autres faisceaux de preuves qui n'ont pas été, ou que nous ignorons, dont nous n'avons pas connaissance, par exemple. Parce que surtout que pendant cette phase, l'instruction est secrète et peut-être que le parquet a d'autres éléments que nous n'avons pas. Mais il y a un nom qui est cité, Willy Moucheni, qui a obtenu 250 000 $ selon les rapports de la commission. Et il semble qu'il devait construire quelques locaux pour des soins de santé. Je ne sais pas si c'était aussi inclus dans les contrats. Mais quand même, vous êtes député national, vous êtes un jeune... qui, aujourd'hui, plusieurs personnes vous trouvent comme un repère. Est-ce que vous ne voyez pas que Baudouin Mayo a raison, votre collègue, qui dit une jeunesse pressée? Si vous dites qu'il y a eu les erreurs de procédure, donc, en voulant mieux faire, en étant pressé, et vous tombez dans les erreurs, vous le jeune. Non, est-ce que Moutamba symbolise la jeunesse? Mais votre collègue, qui est un vieux, est-ce qu'il est le seul jeune qui se trouve au gouvernement? Je pense qu'il ne représente quand même pas, il ne représente pas toute la jeunesse. Moi, je suis jeune aussi. Je me reconnais par Moutamba, par exemple. Donc ici, ne faisons pas de l'amalgame. Mayo fait de l'amalgame? Ne faisons pas, ne généralisons pas. Nous devons relativiser. Il a donné son exemple, il était au gouvernement à 36 ans. Il était au gouvernement à 36 ans, mais il n'y avait pas de scandale. Nous devons relativiser. Il y a aussi des jeunes qui ont occupé des postes. Moi, j'étais vice-président de l'Assemblée provinciale.
je n'ai pas posé un acte qui me revient aujourd'hui en pleine figure, par exemple. Ah ouais. Donc il y a des jeunes qui ont occupé des postes dans ces pays et qui en sont sortis clean. Ils sont là. Ce n'est pas pour autant parce qu'il y a un jeune qui a fauté que vous devez... vous reconnaissez qu'il a fauté? Mais je vous ai dit s'il y a des fautes de gestion, non? Donc c'est pas une faute. Donc c'est un incompétent. Je ne dirais pas qu'il est incompétent. Mais quand il y a des fautes de gestion, je ne dirais clairement, pas. il y a, clairement, il y a l'incompétence sur la manière de faire. Ne m'amenez pas sur ce terrain. Il est entouré d'un cabinet. C'est vous qui C'est un ministre. Je pense qu'il est entouré des hommes sages avec un cabinet. Avant de prendre des décisions, il a ses conseillers. C'est vous qui Mais quand vous arrivez à faire des fautes de gestion plusieurs fois, ça prouve de l'incompétence. Au-delà du sensationnel, du populisme. J'étais en train de dire... L'incompétence est constatée. J'étais en train de dire ces conflits générationnels vont exister ad vitam aeternam. Jusque peut-être à la fin du monde, parce qu'il y a toujours des vieux qui considèrent qu'ils ont été excellents lors de leur parcours et des jeunes, ils sont en train de galvauder. Ça existe toujours. Il y a des jeunes aujourd'hui aussi qui disent, voilà les vieux, vous avez démontré vos faiblesses, vous n'avez pas été suffisamment formés avec l'évolution de la science, de la technologie, etc. Nous sommes suffisamment équipés. Vous comprenez, ces conflits-là existera toujours. On ne refuse pas, donc, mais cette relève doit être méthodique. Ici, ne généralisons pas. Il y a des jeunes qui, comme je l'ai dit précédemment, qui se sont distingués par leur manière de travailler. Alors, honorable Foncé Tibalabala, nous avons tellement de sujets à parler avec vous. Il ne faut pas vous sentir trop coincé parce que je parle de votre collègue ancien député national. Il est au gouvernement. Il peut revenir s'il quitte le gouvernement. Mais quand même, aujourd'hui, il devait aller donner ses moyens de défense auprès du procureur général, si je peux avoir les images. Mais une fois de plus, je ne sais pas si c'est planifié. Il est allé accompagner des foules, mais il pouvait aller de manière un peu simple, aller présenter ses moyens de défense. Est-ce que c'était important qu'il soit accompagné de gens comme ça? Mais écoutez, vous savez, ce qui n'est pas interdit est permis. Ne soyons pas cette génération-là qui s'enferme dans l'hypocrisie, qui n'est pas sincère vis-à-vis d'elle-même. Une génération qui ne tire que à boulet rouge sur les autres, etc., par rapport aux actes posés par certaines personnes, alors qu'en réalité, ces comportements-là n'est pas réprimé par la loi, n'est pas interdit non plus. Il est, je crois, il est président d'un parti politique. Il est naturel que les sociétaires de son parti l'accompagnent. Est-ce qu'il est le premier? La question que je me pose. L'instruction est secrète. Est-il le premier à se faire accompagner d'une masse lorsqu'il est question de répondre à l'invitation du parquet ou au mandat de comparution? Ce n'est pas le premier. L'instruction est secrète. Oui, mais est-ce que tous ces gens ne vont pas entrer au bureau du procureur? Mais déjà, ça crée au moins quelque chose dans l'opinion. Vous voyez, il faut pas. Vous savez, moi j'ai suivi l'autre là, c'est qui? Pas Ségolène Royal, c'est lui celle qui était candidate. Le Pen? Marine Le Pen. Le Pen. Lorsqu'il était en train d'être jugé tout récemment, il y a les sociétaires de son parti politique qui l'avaient accompagné. Ce n'est pas un péché, vous comprenez? Donc ici, n'en faisons pas tout un plat. Ce sont des choses qui arrivent. Il est président d'un parti politique. Les militants de son parti se sont résolus de l'accompagner. Est-ce que ça empêcherait au parquet de faire son travail? Alors, honorable Foncé Tibalabala, vous êtes un homme de valeur, vous êtes un parent, vous êtes un modèle pour plusieurs. Je connais quand même votre témoignage parce que les gens nous appellent. Moi, je ne reçois pas n'importe qui. Mais quand vous voyez un jeune ministre qui a 37 ans, il est de notre génération,
Mais c'est tenir devant les palais de la justice, parce qu'il y a un deuxième réquisitoire, le PJ a demandé, qui se présente là-bas pour d'autres faits. Il dit, ces gens-là, eux aussi, ils ont détourné. On appelle la première ministre devant lui, Karaba la sorcière. Il y avait des propos un peu outrageants. Pensez-vous que ce n'est pas de l'enfantillage politique dans les ministères? Voilà, là maintenant, vous me ramenez sur un terrain que je suis en train d'éviter personnellement, parce que je ne veux pas ici... Vous êtes un homme des valeurs. Je ne veux pas ici faire des jugements des valeurs sur le ministre. Vous comprenez, chacun a sa manière de réfléchir, a sa manière d'agir. Ici, vous dites qu'il y a la foule qui a qualifié la première ministre de Karaba la sorcière. La sorcière. Est-ce que la foule, on contrôle la foule? Mais il était là, il pouvait recadrer les choses. Non, peut-être qu'il n'avait pas entendu. Il avait un micro, il y avait... peut-être qu'il n'avait pas entendu. Il y avait un micro, il y Donc, avait... au-delà il de semble ça, que la manifestation au-delà de ça, était prévue moi, parce qu'on avait amené la logistique. Personnellement, je n'ai pas suivi les morceaux, au moins le morceau que j'ai visionné. Je vous enverrai ça. Je n'ai pas suivi là où il a dit Binope Boyi Baka. Je n'ai pas suivi ça. Il a parlé, ils ont détourné équivalent de 17 milliards, quelque chose comme ça. Je vais revoir la vidéo où il a dit qu'il y a eu un montant qui a été aussi détourné. Voilà, je pense qu'en tant que ministre de la Justice, il doit être respectueux justement de principes sacro-saints du droit, notamment du droit pénal. C'est lui, j'ai fait plus allusion au principe de la présomption d'innocence. Je pense qu'à ce jour, un ministre de la Justice ne peut quand même pas accuser les autres d'avoir détourné pendant qu'il n'y a pas un jugement coulé en force de choses jugées. Ça veut dire un jugement qui n'est plus appellable, contre lequel on ne peut exercer aucune autre voie de recours. Vous comprenez? Et je pense que c'est peut-être un saut d'humeur, une réaction d'humeur tout simplement, et il faut quand même beaucoup de maîtrise aussi dans certaines situations. Est-ce que ce n'est pas de l'enfantillage au sommet du ministère de la Justice? J'ai du mal à établir un jugement de valeur. Honorable Fonse Tchivalavala, il y a autant de faits. Il semble qu'il a diffamé la magistrature. Il les a maltraités d'une manière un peu péjorative, humiliant. Je me rappelle d'un autre fait. Il y a l'ancien vice-ministre de la Justice, Maître Bernard Takaichi. Il a été arrêté sur base de l'injonction du ministre. Je vois encore la vidéo. Il dit son chien a senti l'odeur du détournement. On a détourné l'argent prévu pour la construction des prisons. Et le ministre s'est retrouvé à l'honneur, Bernard Takaichi. Aujourd'hui, il est libre. Ils n'ont rien trouvé. Est-ce que tout ça, ça ne ternit pas l'image de la justice en général? Parce que nous voulons un état de droit. Un état de droit, il faut que les opprimés puissent se retrouver dans cet état de droit, que les forts aussi se retrouvent dans cet état de droit. Quelle est la place donnez-vous aujourd'hui dans le régime Tshisekedi de l'état de droit? Mais vous avez la réponse. S'il faut citer les cas, parmi les cas les plus emblématiques, il y a le dossier Moutamba, un ministre en fonction de la justice, qui est allé répondre à l'invitation du procureur général. Mais il avait dit, je n'irai pas. Il avait d'abord refusé. Je ne vais pas me présenter là-bas. Il y a des quelqu'un qui est soupçonné ne peut pas me convoquer. C'est une faute grave. C'est comme ça que j'ai dit, chacun a ses traits de caractère. Il y a des gens qui réfléchissent, qui réagissent de manière épidermique, après ils se ressaisissent. Vous comprenez? Donc, un homme d'État ne peut pas agir dans l'émotion. Il s'agit des traits de caractère, monsieur. C'est un homme d'État. Il ne peut pas agir avec l'émotion. Est-ce que je l'ai applaudi? Je ne l'ai pas applaudi. Je suis tout simplement en train de vous dire que chacun a ses traits de caractère. Vous avez vos traits de caractère, j'ai le mien aussi. Chacun a sa manière de réagir par rapport à une situation. Je ne dis pas que c'est bien, mais le plus important ici, c'est de descendre sur terre. Il sait qu'il ne peut pas aller en guerre frontale avec la justice. Il en sortira perdant, tout simplement. Parce que la justice a tout le moyen pour les contraindre, justement. Quand il allait dire au PG Vondé, vous comprenez un peu?
Allez dire au PG Vonde. Il envoie des gens. Je crois que l'opinion il envoie des messages n'a pas comme ça besoin, de manière brute. l'opinion n'a pas besoin que nous puissions débattre sur tout le mot sorti par le ministre. Nous parlons des valeurs. Je crois que La restons jeunesse est censée dans la représenter dans le généralité. gouvernement. Parce que vous êtes ministrable, les gens m'en parlent. Restons dans le principe, restons dans la généralité. Je pense que ça va nous éviter des procès d'intention par rapport au ministre et par rapport à certains acteurs politiques. Donc, c'est les cas les plus emblématiques, c'est parmi les cas les plus emblématiques, s'agissant de l'état de droit. Dans un état de droit, et les citoyens, donc tous les citoyens doivent être soumis à la loi. Donc, un ministre de la Justice est devant le magistrat. En ce moment, si il est en train d'être auditionné, cela prouve à suffisance que l'état de droit est plus enraciné du temps du président Tshisekedi que du temps lors de régime précédent. Est-ce que ça ne serait pas des procès cosmétiques? Parce que certaines personnes pensent que c'est juste pour maquiller un peu l'opinion face à ces vents du détournement. On nous parle de l'autre qui a les RSP, Miguel, il semblerait qu'il a aussi détourné 49 millions. On nous parle de F. Bazaïba, toujours, il semblerait qu'elle a aussi détourné 33 millions. On nous parle de plusieurs projets sous votre régime. Vous êtes de l'UDPS. Autant de détournements, mais les gens réclament Kabila. Non, mais sous écoutez, Kabila, quand même, les choses étaient quand même écoutez, bien fignolées. Écoutez, en tant que juriste, vous ne pouvez pas parler des détournements. Je proposerais que vous parlez de présomption de détournement. J'ai dit, il semblerait. Je n'ai pas confirmé. Voilà, quand vous êtes au conditionnel, je pense que restons aussi au conditionnel. Donc, vous savez, j'ai toujours soutenu que pour que l'on puisse traiter des détourneurs, il faut qu'il y ait un jugement vous condamnant, un jugement coulé en force de chose jugée. Je l'ai dit précédemment. Du moment qu'il n'y a pas un jugement qui vous condamne, on ne peut pas parler de détournement. Vous comprenez? Donc, apparemment, nous ne voulons pas nous acclimater à l'état de droit. La présomption d'innocence fait partie des principes sacro-saints du droit. L'état de droit, ça ne veut pas dire que les lois doivent être appliquées selon les humeurs. Non. Ce que la loi n'a pas prévu, vous ne pouvez pas inventer la roue, inventer des choses. Restez dans les stricts de la loi. C'est cela aussi l'état de droit. Donc, après enquête, puisqu'il y a eu des soupçons, il y a eu des présomptions de détournements, etc., lorsque nous aurons en face de nous des jugements condamnant ces présumés auteurs de détournements, je crois que j'aurai la faiblesse de dire que réellement tel ou tel autre a réellement détourné. Alors, merci. Les gens sont en train de nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube au Centre Télévision. L'émission est là. Parlons de ce qui est encore plus important, les discours de Martin Fayulu. Martin Fayulu a parlé. Mais cette fois-ci, il semble qu'il a été débauché par son frère, Félix Tshisekedi. C'est l'on s'est dit dans les réseaux sociaux, vous êtes député national, l'opposant de votre autorité morale, autorité des référents du parti UDPS et président de la République, tend la main à Tshisekedi. Il demande de voir le président Tshisekedi enfin qu'on puisse décrisper la situation, trouver les solutions aux problèmes du Congo. Pensez-vous que son appel est sérieux, son appel est sincère, ou c'est un émissaire de Kabila auprès de Tshisekedi? Moi, je pense qu'en politique, il n'y a pas des enfants des cœurs. En politique, la politique, c'est un monde qui est régi par les intérêts politiques. En politique, il y a plus des intérêts qui comptent que d'autres considérations. Je pense que le président Fayulu, quand j'ai dit président, c'est parce qu'il est président de l'ECD. Hein. Il ne faut pas ici créer de l'ambiguïté tout simplement par rapport à ces qualificatifs. Le président Fayulu a pris la mesure de la situation.
il a tout simplement compris, parce que quand le président de la République avait tendu la main à ses compatriotes de l'opposition, de la société civile et même de sa famille politique, certains n'avaient pas voulu prendre la main, n'avaient pas saisi la balle au bon. Vous comprenez? Et aujourd'hui qu'il se rétracte, moi je trouve que c'est un peu tardif, mais c'est important. C'est très important. Nous avons besoin d'une union sacrée des Congolais. Nous voulons faire bloc autour du président de la République. Nous voulons nous aligner au narratif officiel et aux intérêts des Congolais. Et le président Fayulu a compris la chose et voilà, il a tendu la main. Cette main a été reçue tout de suite par le chef de l'État avec empressement. Parce que aujourd'hui, s'il faut décrire les paysages politiques actuels, nous avons d'un côté ceux qui sont du camp du peuple congolais, du camp, ceux qui appartiennent au camp de Congolais, au camp de la RDC, au camp de la population congolaise, et ceux qui sont de l'autre côté, ça veut dire qui sont les affidés du président Kagame, qui sont les vassaux du président Kagame, qui sont ses supplétifs, c'est-à-dire que ceux-là qui, entre guillemets, sont congolais, mais ils ne sont pas dans les camps de la patrie. Ils sont en train plus de défendre les intérêts étrangers, des intérêts du président Kagame. Tous savons les velléités expansionnistes du président Kagame. Tous savons que le président Kagame est en train de faire main basse sur nos richesses. Et il a trouvé quand même dans nos rangs certains compatriotes qui sont en train d'exécuter justement le plan du président Kagame, les plans de la balkanisation. Lorsque l'on parle de visée expansionniste, ça veut dire qu'il veut balkaniser notre pays. Et il y a certains compatriotes avec des étrangers qui se passent pour des Congolais qui veulent naturellement mettre à exécution ces plans. Et parmi lesquels, en short-list, nous avons le président Kabila. Parce que dans qui est dans ces schémas-là. Il a cité Kabila, il a cité Napa. Il est dans ces schémas, le président Kabila, parce que lorsque vous scrutez toutes ces sorties médiatiques, le président Kabila n'a exprimé aucune compassion vis-à-vis des Congolais qui ont été lâchement tués. Bon, moi j'ai suivi ses proches, il dit Kabila n'est pas président, il n'est pas officiel. Il est congolais. Il cite ou pas. Il est congolais par-dessus tout. Considérons qu'il est congolais. Lorsque nous nous sentons concernés par la situation qui se passe dans la partie orientale de notre pays, est-ce que je suis président de la République? Je suis tout simplement congolais. Et ceux qui sont en train de tomber tous les jours, ce sont nos compatriotes. Donc, la situation de la partie orientale doit nous préoccuper tous, sans exception aucune, au plus haut point. C'est un argument qui ne tient pas la route. En tant que président de la République, ancien président, il ne devait pas seulement critiquer la gouvernance actuelle, il devait aussi condamner la boucherie qu'il y a eu à Goma, des exactions qui se passent dans la partie orientale. Mais il a botté en touche justement tout cela. Il s'est contenté tout simplement à critiquer l'Afrique du Sud, à critiquer les États qui nous ont envoyé des troupes combattantes sur notre sol pour veiller justement à la souveraineté nationale, pour veiller à l'intégrité territoriale de notre pays. Et vous voulez me dire qu'il est en train de servir les intérêts des Congolais?
Donc, nous avons deux camps. Et le président Fayoulou, qui hier était avec le président Kabila, parce qu'ils avaient signé un communiqué conjoint, il s'est désolidarisé parce qu'il a compris. Lorsque le président Tshisekedi disait que le président Kabila est derrière l'AFC M23, d'aucuns ne croyaient à ce que le président Tshisekedi disait. Mais aujourd'hui, il est clair comme de l'eau de roche que c'était lui le boss, les mâles alpha de cette nébuleuse, c'est le président Kabila. Alors, honorable Francis Tibalabala. Voyez seulement la prestance, l'allure qu'il a. Vous ne pouvez quand même pas vous retrouver dans une partie qui est passée dans le juron ou dans l'escarcelle de l'ennemi. Vous comportez comme si c'est vous le patron, c'est vous le boss. Non, c'est vous qui recevez même les gens. Non, s'il vous plaît, parce qu'il y a quand même certains Congolais qui comparent les discours de Martin Fayoulou et les discours de Kabila. Il semblerait que le discours de Kabila est plus équilibré, un discours plus robuste, un discours réaliste, mais le discours de Martin Fayoulou, c'est un discours commandé par les régimes. Entre les deux discours, quel est le discours qui colle avec le patriotisme, les gens qui veulent sauver le Congo? Les discours réalistes, c'est les discours qui ne condamnent pas le Rwanda comme étant agresseur, alors qu'il y a la résolution des Nations Unies qui pointe du doigt accusateur le Rwanda. Est-ce que Martin Fayoulou a condamné le Rwanda? Plusieurs fois, plusieurs sorties. Non, par rapport à ces discours, faisons... s'il vous plaît. Non, faisons l'analyse comparative entre les discours de Kabila et les discours de Martin Fayoulou. Il y a eu plusieurs sorties médiatiques du président Fayoulou condamnant expressis verbis le Rwanda, condamnant l'AFC, les M23. Vous comprenez? Mais aucune condamnation de la part du PPRD et de la part de son chef de file, qui est le président Kabila. Aucune, alors aucune. Ici, heureusement, l'opinion a compris que le président Kabila est en train, naturellement, de servir les intérêts étrangers, les intérêts du président Kabila, le président Kagame. C'est ce que vous pensez. Vous savez, c'est ce que vous pensez, mais pas l'opinion, il ne faut pas mélanger cette opinion. Un discours robuste, c'est celui qui ne condamne pas l'agression rwandaise, c'est celui qui n'exprime aucune compassion vis-à-vis de nos populations. Je pense que c'est un discours que j'ai considéré comme étant comment on l'appelle en français, un discours destiné à tromper, justement, à détourner l'attention de la population. Bon, peut-être vous ne maîtrisez pas la grandeur de ce problème, parce que, en écoutant Fayoulou qui dit la balkanisation tant évitée, elle est déjà mise en place, peut-être il faut suivre les propositions des Cholés qui ne condamnent pas aussi les Rwandais, qui ne condamnent pas aussi les agresseurs, de la même manière avec Kabila, qui pensent que ces gens que vous qualifiez de Rwandais, ce sont des Banyamulenge, ce sont des Congolais, c'est des gens des frustrés, des gens qui se sont sentis lésés dans leur propre pays. Si eux aussi empruntent vos mots en les considérant comme des Rwandais, vous voyez que vous risquez de casser ces pactes républicains, de vivre ensemble. Messieurs, vous savez le rôle de la SENCO et le rôle de Kagame, c'est de tirer, et le rôle de Kabila, c'est de tirer le président Kagame de la situation dans laquelle il se trouve actuellement. Ils veulent montrer à la face du monde que la situation de la partie orientale est une situation congolo-congolaise, pour les tirer d'affaire, tout simplement, le président Kagame. Alors que nous sommes dans un cas typique d'agression. Je vous donne un exemple simple. Vous ne verrez pas un religieux américain prendre parti
ou caresser dans le sens du poil un État agresseur ou un État ennemi aux États-Unis. Vous ne verrez pas un religieux ukrainien souffler les chaud et le froid lorsqu'il est question d'aborder la situation russo-ukrainienne. Vous ne verrez pas les religieux ou les ressortissants des pays baltes caresser dans le sens du poil M. Poutine, qui est considéré comme étant l'ennemi numéro 1 des pays baltes. Donc ici, n'inventons pas la roue. Ce sont des Congolais. Ceux qui sont en train de mourir, ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais. Ce sont nos fils et fils. Et vous ne pouvez quand même pas, face à la boucherie, face au massacre de nos populations, vous enfermer dans un silence des cathédrales. Ça nous pousse à conclure qu'il y a une certaine complicité de votre part. Ce n'est pas normal, c'est inadmissible. Parce que ça, ce n'est pas un acharnement contre Kabila. Parce que si vous dites que Kabila n'a pas dénoncé, de la même manière, vous avez des gens qui sont dans les institutions. Les Congolais de la diaspora m'ont appelé pour dire que Kabila s'est présenté à Goma, il est en train de consulter les gens. Mais votre président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, n'a pas condamné ça. Vous avez le vice-président, selon les Congolais de la diaspora, s'il a condamné la présence de Kabila à Goma... Je ne parle pas de Kabila, je parle de Rwanda. Non, je parle que Kabila s'est présenté à Goma. Nous avons vu des ministres, s'il vous plaît, des ministres qui ont condamné. Mais vous avez quand même de la deuxième institution du pays qui vous gère, vous les députés, il n'a pas condamné la présence de Kabila à Goma qui consulte les rebelles, les gens qui tuent. Surtout, c'est son fief. Là, les gens se posent des questions. Vous avez également l'autre deuxième vice-président au Sénat, Bati du coin. Lui aussi, il semblerait, il n'a pas condamné. Donc, les deux là, vous ne les citez pas. Et Kabila, et lui, vous pensez que c'est le diable? Est-ce que ce n'est pas les deux poids, deux mesures? Parce qu'ils sont avec nous, ils sont payés par l'argent de l'État. Ne faisons pas ne faisons pas du coq à l'âne. Non, c'est des questions Ici, de l'opinion. Répondez aux questions. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas en train de condamner la présence de Kabila à Goma. Mais vous dites que c'est lui le patron. Nous considérons que c'est dans l'ordre des choses. Vous dites que c'est lui le patron. Kabila est allé reprendre justement, reprendre son pouvoir. Alors, au lieu de condamner le Rwanda, commencez par Kabila qui était avec vous. Vous citez Kagame, mais le vôtre, que vous pensez qu'il était ça, il est là, vous ne le condamnez pas. On ne condamne pas qui? Non, j'ai dit, si vous dites que Kamerhe et Bat, ils ont condamné Kagame, oui, on comprend. Mais présentement, là, la personne que vous, l'UDPS, vous dites qu'il a pris l'engagement, il est maintenant le patron, c'est Kabila. Il est là-bas avec les gens qui ont tué des Congolais. Mais pourquoi eux ne condamnent pas? C'est la question de l'opinion. Est-ce que vous ne connaissez pas leur bureau pour aller leur... Mais vous êtes député national. Ah, donc j'ai agi. Vous portez la voix du peuple. Vous portez la voix de l'opinion. Je suis condamné à suivre tous leurs faits et gestes. Non, j'ai dit, quand j'ai annoncé que je vous reçois, les Congolais de la diaspora, ils m'ont demandé de vous poser cette question. Comme député national, vous pouvez aussi sensibiliser quelqu'un de l'UNC. C'est votre président. Recevez quelqu'un de l'UNC, posez-lui la question. Il y a l'ambiguïté. Recevez quelqu'un du cabinet des personnes que vous avez citées ici. Kamerhe et Bati. Posez-lui ou posez-leur la question. Recevez leurs membres de cabinet. Je pense que moi, je n'ai pas qualité pour parler des choses qui ne me concernent pas, qui les concernent. Donc ici, tous les Congolais ont vu cela d'un très mauvais œil. Justement, la présence... Sauf Kamerhe et Bati, selon les Congolais de la diaspora. Nous n'avons pas été surpris par la présence du président Kabila parce que nous savions déjà qu'il en était les patrons, qu'il en était le mâle alpha. C'est lui qui en donnait les leads.
Donc, pour nous, ce n'était pas une surprise. Et le fait, pour le président Tshisekedi, de l'accuser comme étant le patron de l'AFC, il n'avait pas d'autre choix que de se manifester, tout simplement. Honorable Francis Tchibalaba. Et j'aimerais ici informer l'opinion, parce que dans une des émissions, j'avais essayé de dévoiler les intentions justement du Rwanda. Kagame est en train d'opérer un peu comme Poutine. Il a commencé par justifier la présence sur notre sol par la stigmatisation d'une minorité rwandophone. Après, il a évoqué d'autres raisons que les FDLR, je crois, sont en train de constituer un danger existentiel pour la sécurité du Rwanda. Vous comprenez? Or, ce sont tout simplement des prétextes pour balkaniser notre pays, pour étendre le Rwanda jusqu'au Kivu, à la partie orientale. Et le président Kabila est en train de mettre à exécution ses plans. Vous savez, lorsqu'on consulte, il y a une finalité. Il a quelle casquette officielle pour consulter la population? Pendant qu'il est en porte-à-faux avec les présidents Tshisekedi, les conclusions des consultations seront, la primeur sera réservée à qui? Il semble que c'est lui le chef des cartels. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il peut former son gouvernement. Laissez-moi évoluer. Continuez. Laissez-moi évoluer. Les conclusions, qui en aura la primeur? C'est une diversion. Kabila est en train de consulter la population qui vit en réalité, tout simplement pour, dans le jour qui vienne, il va vous dire, voilà, après avoir consulté les forces vives, etc., la population, celle-ci voudrait se détacher de la RDC. C'est ça le schéma. Lorsque la Russie avait annexé la Crimée, c'était ça les discours. Oh, la communauté russophone est marginalisée, etc. C'est ces dangers existentiels aussi que les pays baltes sont en train de redouter. C'est les schémas de Poutine, la Géorgie, etc. L'Ossétie du Sud, la Kasie, etc. C'était ça le prétexte. Et il va organiser plus tard une espèce de référendum. Ils vont vous dire, voilà, la population, dans sa majorité, a décidé de se détacher de la RDC pour que nous devenions un État indépendant. C'est ça le schéma. Et là, je pense que l'histoire ne pardonnera pas des gens comme des Minakou et consorts. Et j'ai l'impression... Malheureusement pour lui, s'il vous plaît, je voudrais citer, malheureusement pour lui, il a en face de lui un président qui est un fin diplomate, un président qui est clairvoyant, qui ne voit pas seulement le bout de son nez, un président qui a anticipé ses manœuvres, un président qui constitue aujourd'hui, je parle du président Tshisekedi, qui s'est érigé en mur, que Kabila ne saura ni contourner ni escalader. Donc ses plans sera voué à l'échec. J'ai l'impression que vous minimisez votre adversaire parce que vous faites confiance à ces deals entre les États-Unis et la RDC, mais j'aimerais quand même revenir sur ça parce que c'est important. Est-ce que vous ne pensez pas que Nanga avait raison quand Nanga disait que là où Tshisekedi travaille, je suis avec eux. Dans sa chambre, je suis avec lui. Partout il part, je suis avec lui. Dans le gouvernement, je suis avec lui. Mais les gens pensent qu'il est entouré de traîtres. Il y a certaines personnes, je ne confirme pas, mais ils citent Kamere, Bahati et consorts comme des gens qui font le double jeu, les imposteurs, qui ils agissent avec
une malunité un peu compliquée, mais parce qu'aujourd'hui, les gens quand même s'interrogent. Hein, Kabila, il est là-bas, ces deux-là, ces anciens collaborateurs, ne dénoncent pas. Et puis, quelqu'un m'a dit, Delphin, réfléchissez un peu quand Kamere, il était aux consultations chez Béran, quand il est sorti, il semblerait qu'il avait attaqué Jean-Pierre Bemba, qui attaquait Kabila. Oh non, il ne faut pas citer les noms, vous risquez de frustrer les gens pour faire la cohésion. Est-ce que tous ces éléments, vous, l'IDPS, pourquoi vous restez dans la naïveté collective? Non, mais vous savez, le président Tshisekedi connaît tous ses collaborateurs. Moi, je ne veux pas ici reprendre le propos que vous venez de... Non, je fais que relier les propos des Congolais qui s'inquiètent. Il semble que vous êtes dans une naïveté collective. Ici, vous, les députés, les gens de l'UDPS. Je ne veux pas ici prolonger vos propos parce que je n'ai pas tous les éléments, mais mettant dans une posture pour indexer justement le président Kamere et les autres. Tout ce que je sais, nous avons un président qui est hyper intelligent. Un président qui connaît la classe politique congolaise. Un président qui est un fin diplomate. Et moi, j'aime la manière de faire du président Tshisekedi. Il peut être en face de quelqu'un qui sait qu'il n'est pas en odeur de sainteté avec lui, mais il fait parfois semblant d'accepter ce que vous lui dites. Semblant d'être avec vous. Il fait l'ironie. Vous comprenez? Et ça, c'est une meilleure manière de débusquer justement tous les traîtres. L'évolution des choses nous ont permis de connaître certaines personnes. Dans le masque qui était tombé, s'agissant de certaines personnes qui nous donnaient l'impression d'être viscéralement attachés à notre pays, qui nous donnaient l'impression d'être fidèles au chef de l'État. Et les événements de l'Est, naturellement, ont fait que nous puissions le démasquer. Et le président Tshisekedi, ayant pris la mesure de la situation, je pense qu'il a les plans A, les plans B et les plans C pour contourner justement ses compatriotes qui, en réalité, sont passés à l'ennemi, mais ils continuent à faire semblant qu'ils sont du côté de la République. Donc, vous confirmez l'opinion qui a envoyé ces questions, que vous n'êtes pas distrait, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Non, mais aujourd'hui, le président Kabila et ses affidés sont en difficulté parce que nous savions ce qu'ils faisaient. Okay. Nous ne sommes pas aussi dupes que ça. Nous ne sommes pas aussi naïfs que ça. Vous comprenez? Donc, les stratégies sont mises en place. Des décisions sont prises pour naturellement bypasser tout le plan funeste contre notre pays. Merci. Nous chutons avec vous, chers Congolais. L'émission est en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Abonnez-vous et laissez vos commentaires. Laissez vos commentaires surtout. Honorable Francis Chibalabala, il est député national élu sur la liste de l'UDPS. Il est ici avec nous. La dernière question, je ne vais pas avoir, M. Bondi, je ne vais pas avoir la photo de Donald Trump. J'aimerais bien parler de ces dits-là parce que j'ai suivi certaines personnes en disant oui, ça y est, les États-Unis, ils ont signé, les congrès américains, ils ont accepté 500 millions de dollars. On a même réparti ça, 300 millions, ça serait dans un compte secret, 200 millions, chaque année on aura 40 millions. Donc le développement de la RDC sera au rendez-vous. Mais j'aimerais savoir, est-ce vrai ou c'était de fake news? Est-ce que les États-Unis étaient avec nous? Si les États-Unis a signé réellement avec nous, pensez-vous que les États-Unis vont imposer la paix à l'Est? Kabila va quitter parce que les États-Unis ont signé avec les RDC? Non, je pense que tout le monde, tous les États du monde savent que les États-Unis sont une première puissance militaire. Ça veut dire quoi? S'il vous plaît. Continue. Tout le monde sait que les États-Unis ont le soft power
a les hard power. Et cette puissance qui représente les États-Unis, une fois nous sommes en deal avec eux, ça sera aussi une sécurité que nous allons bénéficier de la part des États-Unis. La RDC fait l'objet de la convoitise des États voisins et des grandes puissances. Les scandales géologiques que nous avons, naturellement, attisent les convoitises de certains États. Nous avons des métaux rares qui aujourd'hui servent à la fabrication de batteries, s'agissant des véhicules électriques par exemple, à la fabrication des téléphones portables. Vous comprenez? Nous avons des minerais qui servent justement à la fabrication des armes à destruction massive. Et nous sommes aujourd'hui dans un monde où nous assistons pratiquement à la force, au diktat du plus fort. Un monde où on assiste à une prolifération des armes. Chaque État, pour sa sécurité, est en train d'en produire en quantité. Nous assistons à la prolifération des armes et les matières qui servent à la fabrication de ces armes-là se trouvent en RDC, d'où justement l'instabilité que nous observons dans la partie orientale. D'où justement cette création de zones de non-droit pour que ces États-là, qui sous-traitent le Rwanda, etc., puissent faire main basse sur nos richesses, aux fins, naturellement, de les utiliser. Donc, en signant avec les États-Unis, les zones où il y a les minéraux en abondance, c'est l'Est, là où il y a les rebelles, là où il y a les Kabila, les Nanga et les autres. Katumbi avait dit, nous n'avons plus de minéraux. Donc, les États-Unis signent avec nous. Donc, ils vont amener leur armée pour aller imposer la paix afin qu'eux obtiennent les minéraux signés avec la RDC. C'est ça la conclusion? Non, vous savez, de tels contrats, je vous informe que les États-Unis ont signé avec l'Ukraine. Ok. Les contrats sur le matière première. Vous comprenez? Mais la guerre continue. Non, attendez. Oui. Vous savez, l'avantage, c'est que les zones qui seront occupées par les Américains seront en sécurité. Quel est cet État qui s'hasarderait à attaquer l'Ukraine pendant que les militaires, les marouches américains, ils sont. Donc c'est ça la stratégie. Ici, la stratégie, vous avez signé. Non, la stratégie, nous voulons d'abord, premièrement, que ceux qui veulent nos minerais passent par la porte et non par la fenêtre. Vous n'avez pas répondu à ma question. Premièrement. Katumbi dit nous n'avons plus de minerais. Donc les minerais se trouvent à l'est. Katumbi a donc le secret est que les États-Unis vont imposer la guerre ou soit la puissance à l'Est pour chasser ces gens-là pour que nous puissions avoir la paix, c'est ça? Mais écoutez, c'est ce que Katumbi a dit. Non, Katumbi a dit nous n'avons plus de minerais. Parce qu'il y a des gisements où nous avons déjà signé à 40 ans jusqu'à 2040. Il fait un ancien gouverneur. Un ancien gouverneur, hein? Il est aussi dans les mines. Il a exploré toutes nos matières premières, etc. Je crois que, vous savez, il fait partie du camp de ceux qui sont à la solde de prison Kagame, qui voient des très mauvais yeux justement l'accord qui sera signé avec les Américains parce qu'ils savent que cet accord va mettre en difficulté leur plan de balkanisation. Ils savent que cet accord-là va faire à ce qu'il n'y ait plus massacre dans notre pays. Nos populations vont vaquer librement à leurs occupations. Ils savent que si l'accord est signé, les Congolais vont bénéficier de produits justement de leurs matières premières, tout simplement. Parce que l'accord, une fois signé, il y aura échange des technologies sur le plan militaire. Donc nous allons bénéficier de l'expertise américaine s'agissant de l'armée. Vous pensez que Katumbi fait tout pour bloquer cet accord? Ils veulent qu'on ait une armée faible pour qu'ils continuent justement à s'amuser en RDC. Merci. Donc, ces deals-là va faire à ce qu'il y ait
transfert des technologies, notamment militaires. Ça permettra à ce que nous ayons une armée moderne, une armée efficace, une armée qui sera dotée d'un arsenal de guerre impressionnant. Les États qui sont soutenus par les Américains, je parle par exemple d'Israël. Israël, c'est une puissance militaire, vous comprenez? Quand vous allez là où les Américains ont leur base, vous verrez qu'il y a des arsenaux de guerre impressionnants. Donc nous avons besoin de ça pour notre quiétude. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas la politique, comment ça roule. Quand on voulait attaquer le Rwanda, l'Israël nous avait menacé. Si vous touchez le Rwanda, nous allons faire la guerre à la RDC. Donc l'Israël était pour le Rwanda. Je n'avais pas suivi ça. Voilà, ça il fallait. Vous qui l'avez dit. Voilà. Alors, je suis avec vous parce que nous sommes déjà à la fin. Regardez la caméra, j'avais réservé cette question pour vous. Monsieur Bondi, je peux avoir la photo de Matata Pugno. Il semblerait qu'il y ait un avis de recherche contre l'homme. Monsieur est disparu. Franklin Chambala, qui est son secrétaire général de LGD, cherche Matata Pugno. C'est votre collègue. Votre collègue de Bidé. Laissez-moi terminer. Il est en train de les chercher. Depuis que la Cour constitutionnelle avait prononcé le verdict. Donc, il n'est plus là. On ne le voit pas. Oui, c'est votre collègue. Est-ce qu'il ne faut pas amplifier les efforts pour les chercher? Parce qu'il est disparu. Non, mais vous savez, il a été condamné par la justice congolaise. Il semble qu'il est introuvable. Moi, je ne dirais pas qu'il est en cavale. Il semble qu'il est introuvable. Je crois que la même justice va se charger de le rechercher. Et une fois cueilli, il va aller certainement purger. Bon, déjà, aussi, cette peine-là, je ne vois pas comment elle sera exécutée. Il s'agit des travaux forcés. Le législateur n'a pas prévu justement la mise en application de cette peine des travaux forcés. Certainement, ceux qui sont condamnés pour les travaux forcés, ils vont séjourner en prison, tout simplement. Et lorsque la justice va les retrouver, parce que je crois qu'il y a un SOS qui a été lancé par son parti politique. Son parti politique. Et, on cherche, on les cherche. Quand même, il s'agit d'un citoyen, il s'agit d'un ancien Premier ministre. Votre collègue, député. Je crois que même nous aussi, nous devons être inquiets par rapport à sa disparition. Et une fois retrouvé, certainement... Est-ce que le cas Cherbé Okende ne risque pas de se répéter, que nous puissions un jour retrouver son cadavre quelque part, parce que son parti est inquiet. Je crois que c'est ce que nous ne devons pas souhaiter, parce que il a encore des choses à donner à la République. C'est un ancien Premier ministre. Je pense qu'il nous sera utile d'une manière ou d'une autre, mais s'agissant des faits commis précédemment par lui, il est en train d'y répondre, tout simplement. Et ça doit interpeller naturellement ceux qui sont en train de gérer actuellement, parce qu'il est condamné par un autre régime, vous comprenez, sous un autre régime, pas par un autre régime, mais sous un autre régime. Et ceux qui sont en train, entre guillemets, qui font l'objet de soupçons, de détournements, etc., ils doivent savoir qu'un jour, ils répondront aussi de leurs actes. Je pense que vous n'êtes pas en train de lancer des pics à Nicolas Kazadi, qui semble être protégé par les sommets, selon plusieurs analystes politiques. Mais il y avait aussi une commission sur Nicolas Kazadi. C'est vous qui l'avez cité. Vous êtes de l'UDPS. Je ne sais pas si vous allez faire partie de cette commission qui va statuer sur Nicolas Kazadi. Bon, il y a chaque groupe parlementaire a voix une personne et je n'ai pas été choisi. Moi, je suis dans une autre commission. Merci. Moi, j'estime que Nicolas Kazadi, au-delà de tout, pour moi, ça n'engage que moi, Nicolas Kazadi fit un bon ministre. Si le président a été réélu, c'est parce que Nicolas Kazadi avait travaillé. C'est votre point de vue, hein? Laissez-moi parler. Heureusement que vous parlez de vous. Je suis sérieux. Nicolas Kazadi, c'est un bon ministre. C'est un ministre qui avait la rigueur. C'est un bon ministre. C'est un ministre qui savait quoi faire. Vous savez, c'est un ministre des Finances qui a fait la fierté, s'il vous plaît, qui a fait la fierté de la RDC. Honorable François Chibalabala, calmez-vous d'abord. Fixation sur les individus. Calmez-vous, parce que si moi, la RDC il y a à boire et à manger au cours de sa gestion. Si la RDC est arrivée à plus de 15 milliards, c'est sous Nicolas Kazadi. N'oubliez pas
avant Nicolas Kazadi, on était dans les 4 milliards. L'homme a fait sa part. Nicolas Kazadi, c'était un bon ministre, c'était un manager, c'était pas un oui-wiste. À tout moment, si on vient, on lui dit des choses, il accepte. Il savait dire non et il savait dire oui quand c'est nécessaire. Regardez les caméras. Merci, merci. Je pense que de telles personnes méritent la confiance de la population. Mais si la justice estime qu'il a des choses à lui reprocher, Nicolas Kazadi est toujours prêt et présent pour affronter la justice. Moi, je pense que c'est un homme bien, c'est un homme sérieux. Il a fait sa part. Les Congolais ont encore besoin de lui. Merci. C'était votre émission au centre. J'avais reçu pour vous honorable Francis Tchibalabala, cadre de l'UDPS. Malgré jusqu'à aujourd'hui, il est toujours sur les bancs des touches. On ne sait pas l'utiliser. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un homme intelligent. Il est ministrable. Vous m'avez dit, Delphin, pourquoi on ne les nomme pas? Bon, peut-être que son marabout ne travaille pas bien. Honorable Francis Tchibalabala, merci. Nous n'avons que Dieu. Merci. Je crois que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, ça finira par venir. Les paniers sur qu'il encore. Ouais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à l'équipe qui m'a accompagné. C'est un pasteur? Vous êtes un pasteur? Pardon? Ça là, vous étiez dans l'église? Non, non, c'était la remise de diplôme aux finalistes de l'UPN. Ok. Je crois que c'était la 2e promotion de droit. C'est mon université. Oui, j'étais invité là-bas. Nous avions remis de... Merci, honorable Francis Tchibalabala, ancien vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sous le règne du professeur Godin Poy. Il est élu sur la liste de l'UDPS, député de Tchangou, et aussi à l'Assemblée nationale. Vous m'avez dit, il ne parle pas trop, je ne sais pas. Mais je pense qu'il va parler quand c'est nécessaire. Il ne prend pas beaucoup la parole, contrairement à les qui parlent. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. L'émission est déjà sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Laissez vos commentaires. Et notre RDS est possible. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.